Histoire suisse, la Révolution neuchâteloise. En 1848 se déroule la Révolution neuchâteloise, au terme de laquelle Neuchâtel devient une république et un canton suisse à part entière. Car avant d'être un canton, Neuchâtel est une seigneurie, un comté qui appartient au moins depuis le XIe siècle à diverses familles nobles. En 1707, le comté est attribué au roi de Prusse, royaume ancêtre de l'Allemagne. Entre 1815 et 1848, le territoire neuchâtelois connaît un statut particulier. Il est à la fois canton suisse et principauté dépendant du roi de Prusse. Mais tout va changer en 1848. Que se passe-t-il en 1814-1815 ? Neuchâtel devient le 21e canton de la Confédération le 12 septembre 1814. On croit parfois, à tort, que c'est en 1848 que Neuchâtel devient un canton suisse. Mais l'adhésion neuchâteloise à la Suisse est officielle en 1815, en même temps que celle des cantons de Genève et du Valais. Depuis, un seul nouveau canton a rejoint la Confédération, le Jura, en 1979. En 1815, la situation du canton est particulière. Il est un canton suisse, mais en même temps une principauté appartenant au roi de Prusse. Neuchâtel fait donc partie de la Suisse, mais appartient au roi de Prusse. Ce double statut va bientôt échauffer les esprits neuchâtelois entre les partisans du roi et ceux qui veulent faire de Neuchâtel une république libre et entièrement suisse. Que se passe-t-il en 1831 ? Une première tentative de révolution à Neuchâtel. En septembre 1831, un officier et politicien du nom d'Alphonse Bourquin tente de renverser les autorités prussiennes. Mais il échoue. Si ces hommes s'emparent sans faire de blessés du château de Neuchâtel, cela n'est suivi par aucun changement politique. Les révoltés quittent le château après avoir reçu la promesse qu'ils ne seraient pas punis pour leur rébellion. Mais Alphonse Bourquin n'a pas renoncé pour autant, si bien que les autorités le déclarent hors la loi fin novembre. C'est depuis les cantons voisins qu'Alphonse Bourquin prépare une nouvelle expédition. Le 17 décembre, 200 à 300 insurgés mal équipés font face aux 3000 hommes du général prussien envoyé à Neuchâtel pour mater la révolte. Des partisans de la République sont durement emprisonnés ou exilés, c'est-à-dire chassés de Neuchâtel. Quant à Alphonse Bourquin, il fuira au Brésil, puis aux États-Unis, où il mourra dans la misère. Qu'est-ce que le Printemps des peuples ? Un mouvement révolutionnaire qui frappe l'Europe en 1848. France, Autriche, États italiens ou allemands sont touchés par une vague de contestation. On réclame des libertés et on s'oppose aux monarchies. Ces mouvements finissent par être écrasés ou s'effacent devant un retour de l'autorité des monarques. Mais pas en Suisse et pas à Neuchâtel que le mouvement de contestation touche aussi, en particulier depuis les montagnes neuchâteloises et la région du Val-de-Travers. Que se passe-t-il le 1er mars 1848 ? Au matin du 1er mars 1848, des révolutionnaires partis du Locle prennent le château de Neuchâtel, s'emparent du pouvoir et proclament la République. Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, ne reconnaît pas ce nouveau régime politique, mais n'est pas en mesure de s'y opposer directement, occupé qu'il est à étouffer les mouvements révolutionnaires qui agitent son propre pays. Il accepte donc la situation à contre-cœur et surtout sans abandonner ses droits sur la principauté. Cette révolution part de la rue du Crévaillant au Locle, devant l'hôtel de la Fleur de Lys, où des républicains ont hissé un drapeau suisse. Ils viennent d'apprendre l'abdication de Louis-Philippe Ier, le dernier roi de France. Les républicains loclois, notamment menés par Henri Grandjean, s'emparent de l'hôtel de ville et envoient des cavaliers à La Chaux-de-Fonds, au Brenay et au Val-de-Travers pour qu'elles se joignent au soulèvement. C'est le matin du 1er mars que les troupes républicaines, sous le commandement de Fritz Courvoisier, marchent depuis La Chaux-de-Fonds vers le château de Neuchâtel. Au soir, le château est pris. Un nouveau gouvernement, présidé par Alexis-Marie Piaget, est proclamé. La République neuchâteloise est née. Une assemblée est chargée d'élaborer une constitution, c'est-à-dire un ensemble de textes qui organisent l'État et ses principes les plus importants.
le peuple neuchâtelois l'accepte le 30 avril 1848. Qu'est-ce que l'affaire de Neuchâtel? Un épisode en 1856 où la Suisse et la Prusse sont à 2 doigts de la guerre. Neuchâtel est désormais membre indiscutable de la Confédération, mais il reste à Neuchâtel des royalistes, partisans du roi de Prusse. En septembre 1856, une centaine d'entre eux s'emparent du château de Neuchâtel, mais les républicains neuchâtelois, menés par Ami Girard et soutenus par des renforts envoyés par la Confédération, s'imposent et reprennent le château. De nombreux royalistes sont faits prisonniers et risquent la peine de mort. Le roi de Prusse exige leur libération. La Confédération, désormais impliquée, n'acceptera que si le roi renonce à ses droits sur Neuchâtel. Il refuse, rompt les relations diplomatiques et se prépare à la guerre. La Confédération déploie 30 000 hommes aux frontières sous les ordres du général Guillaume-Henri Dufour. La France, le Royaume-Uni et l'Autriche sont hostiles à un conflit européen et obtiennent du roi de Prusse qu'il renonce à la guerre et à ses anciens droits sur Neuchâtel. Les royalistes sont amnistiés et Neuchâtel délié de son serment au roi de Prusse en 1857. Comment commémore-t-on la révolution neuchâteloise? C'est la date du 1er mars qui a été finalement retenue pour célébrer l'instauration de la République. C'est un jour férié dans le canton, les écoliers bénéficient d'une semaine de vacances. Dans les années 1980, la marche du 1er mars est lancée. Le départ a rituellement lieu du Locle et de Motier dans le Val de Travers pour un parcours de près de 30 km jusqu'au château de Neuchâtel. Une tasse de thé, une tranche de tailleul, brioche typiquement neuchâteloise ou un bol de soupe attendent les marcheurs à chaque étape. En résumé, le 12 septembre 1814, Neuchâtel devient le 21e canton suisse, un statut qui devient officiel en 1815. En 1831, une première révolution, notamment menée par Alphonse Bourquin, échoue dans le canton. En 1848, le Printemps des peuples est un mouvement révolutionnaire qui touche une grande partie de l'Europe. Le 1er mars 1848, les insurgés neuchâtelois menés par Fritz Courvoisier et Ami Girard fondent la République. Elle sera présidée par Alexis-Marie Piaget. En 1856, l'affaire de Neuchâtel mène la Confédération et la Prusse tout proche d'un affrontement. Le 1er mars est commémoré dans le canton par un jour férié et une marche traditionnelle partant du Locle et du Val de Travers. L'affaire de Neuchâtel. Alors, on m'a dit que vous aviez eu ce matin des exposés éclairant différents aspects de cette affaire de Neuchâtel. Donc, je vais me cantonner uniquement aux aspects militaires de l'entreprise. Je ne vous parlerai pas des causes, ni des continuations, ni des dimensions diplomatiques. Je remarquais d'abord une première chose, c'est que sur l'affaire de Neuchâtel, vous avez eu en Suisse une sorte d'enthousiasme historique après coup, scène barbieuse, l'affaire est réglée. Les Prussiens seraient rentrés en Suisse, ils auraient été battus. L'affaire était réglée. Vous en avez d'autres qui vont être un peu plus prudents. C'est l'ouvrage paru en 1939 de Weiss, Dufour après Führer, Dufour chef de guerre, qui ne s'exprime pas vraiment, me fait comprendre que effectivement les Prussiens
aurait été battu. Bon, il faut penser que l'ouvrage est publié en 39-40. Et par conséquent, il ne pouvait pas dire que au moment où l'Allemagne nazie menaçait la Suisse, il n'aurait pas pu dire que les Prussiens auraient battu les Suisses. Il fallait soutenir le moral. Et puis vous avez un autre ouvrage très curieux qui est souvent passé sous le silence d'un monsieur neuchâtelois qui s'appelle Jacques Petitpierre, qui s'est beaucoup occupé d'histoire neuchâteloise, des chroniques neuchâteloises, une plume très habile, il est très bon styliste. Il a publié avant la guerre et après la guerre. Et son grand ouvrage, c'est l'affaire de Neuchâtel et les puissances européennes. Et c'est un ouvrage extraordinairement fouillé, autant sur l'organisation, les réseaux royalistes neuchâtelois, que sur la diplomatie européenne face à l'affaire de Neuchâtel. Et il nous montre très bien que les Neuchâtelois ont pu avoir l'impression qu'ils sortiraient de l'affaire, mais que c'était plus complexe. Donc, il prétend que lui, c'est très curieux, que toute la diplomatie, je pense qu'il a raison, européenne, et il a fait toutes les archives possibles du Général, que toute la diplomatie européenne au moment de la crise est convaincue que les Prussiens, en attaquant la Suisse, ne chercheront qu'à gagner une garantie, si vous voulez, une prise de gage, un gage, c'est-à-dire un morceau de territoire qu'ils négocieront ensuite contre le retour de Neuchâtel sous l'égide prussienne. C'est une conviction universelle. Et en même temps, alors là, il est très objectif, il est très mesuré, il est très brillant. C'est un livre que je vous recommande. Aussi par son iconographie, qui est importante et inédite. Et ensuite, alors, quand il s'en vient à juger l'armée prussienne, il perd complètement les pédales. Complètement. Il devient en état de folie hystérique. Il présente von der Groeben, qui va être le chef de l'armée prussienne dans l'opération suisse, comme une espèce de demi-fou. Il présente un portrait de lui, qu'il était étudiant dans une société d'étudiants, où on le voit peint, il avait trop bu, alcoolisé, échevelé. Il montre que cette armée prussienne, alors l'analyse est curieuse, sa faiblesse, c'est qu'elle est trop efficace, elle est trop bien organisée, elle est trop disciplinée, c'est donc sa faiblesse. Donc pour lui, militairement, l'affaire est pliée, attaque de la Prusse sur la Suisse, les Prussiens auraient été battus à plat de couture. Vous avez ensuite, mais le livre, à ça, à tout point de vue, est à recommander. Vous avez ensuite un autre ouvrage, Hans Rappold, dans les années 50, les études stratégiques sur la Suisse. C'est-à-dire, il étudie toutes les études stratégiques qui ont été faites à propos de la Suisse. Et lui, alors, est nettement plus sceptique. Il montre que les Prussiens, ça aurait été une noix, si je puis dire, très dure à craquer s'ils avaient envahi la Suisse. De même, l'histoire militaire de la Suisse, cette suite de 10 ou 15 volumes, publiés avant et pendant la Première Guerre mondiale, dit bien, on s'est fait beaucoup d'illusions. Mais ça aurait été une rude affaire. Et puis finalement, le dernier ouvrage, peut-être le principal, 1980, je crois, de Roland Beck, Roulet tambour, l'affaire de Neuchâtel, etc., qui est un ouvrage important parce que Beck est directement allé dans les archives prussiennes,
une partie est détruite, mais une partie il a retrouvée, a étudié de près les plans prussiens d'attaque et a montré l'organisation prussienne, l'organisation fédérale, l'attitude des États européens. Et il a bien montré qu'il y a eu plusieurs plans prussiens. Le premier est un plan conçu comme exercice didactique pour le prince Frédéric Charles. On lui dit, vous allez être général prussien, il faut vous exercer, fabriquez-nous un plan d'attaque contre la Suisse. Okay. Ce qu'il fabrique, c'est un plan qui se contente d'une prise de gage. Traversée du Rhin du côté de la partie occidentale du lac de Constance, encerclement du sud du lac de Constance jusqu'à Winterthur, et on reste là et on négocie un échange sur cette base. Le commandant en chef von der Groeben, des Prussiens, refuse catégoriquement cette solution. Vous avez un autre plan de son chef d'état-major, von Reyer, qui lui prévoit attaque sur Bâle et de là directement sur Berne. Donc c'est déjà beaucoup plus radical. Mais von der Groeben trouve le plan aussi trop sophistiqué, surtout qu'il faudrait s'attaquer aux défenses de Bâle qui avaient été fortifiées par Dufour. Par conséquent, c'est le plan de von Reyer qui va être adopté, qui revient à la chose suivante. Passage du Rhin à l'ouest du lac de Constance, descente sur les deux rives de l'Aar jusqu'à à peu près la hauteur de Berne, on oblique sur Berne et on prend Berne le plus rapidement possible, Donc, vous voyez, c'est la solution à la prussienne, coup de massue massive, pas de manœuvre dilatoire, pas de prise de gage, on va dans l'essence même, qui est la prise de la capitale, où on négocie la paix. Alors que Dufour, lui, c'est une époque, je dirais, un peu tragique dans sa biographie, dans la mesure où il est convaincu, comme toutes les diplomaties européennes, je vous l'ai dit, il est convaincu que les Prussiens se contenteront d'une prise de gage. Lui, il pense que ça serait ou Bâle, enfin ou Petit Bâle, ou surtout Chapouse. Par conséquent, il va porter son effort fortificatoire sur Bâle, où d'énormes travaux de fortification vont être entrepris, et il va pousser ses troupes hors Chapouse en direction de Sigmaringen, parce que curieusement, les Suisses postulent que la concentration des troupes prussiennes se fera à Sigmaringen, alors que tout simplement ils vont descendre droit sur le Rhin et le traverser. Par conséquent, le dispositif de Dufour est erroné, et c'est justement ce Gonshauge qui, lorsqu'il le rencontre 1 ou 2 ans après l'affaire de Neuchâtel, lui explique qu'il s'est trompé. Et Dufour dit « Ah, mais c'est pas grave, j'aurais fait un demi-tour à gauche et j'aurais pu prendre les Prussiens sur le flanc. » C'est dit surtout faire une telle opération très napoléonienne avec une armée de milices relativement peu formée aurait été très difficile. Roland Beck ne se prononce pas sur les chances prussiennes. Il pense qu'elles auraient intérêt, mais que quand même les Suisses auraient pu s'imposer par un mélange de résistance sur le terrain, par un mélange de guérilla. Enfin, la question reste toujours actuellement ouverte. Il faut noter sur la qualité de l'armée prussienne que nous avons un témoignage important, c'est le colonel fédéral Favre,
qui est invité, je le vois, qui est invité en 1861, donc peu après l'affaire de Neuchâtel, aux grandes manœuvres de l'armée prussienne de Cologne, en Prusse rhénane, et il publie un bouquin après qui n'est bien marqué sur la couverture, n'est pas à vendre, c'est donc une centaine d'exemplaires qu'il distribue à ses amis, à compte d'auteur, dans lequel il donne une vision très complète de ce qu'est l'armée prussienne, et effectivement, il ne tarit pas d'éloge. C'est un instrument extraordinaire, mais ce n'est pas encore l'instrument qui combattra victorieusement les Autrichiens à Sadova et les Français à Mars-la-Tour. C'est une armée encore très restreinte sur elle-même, très professionnelle, mais à part des réformes qui commencent à partir de 1861, elle va considérablement augmenter ses effectifs, dans la mesure où des nouvelles statistiques vont montrer que la Prusse a augmenté énormément en population, donc l'armée va augmenter, qu'une partie de ce qu'est la Landwehr peut être utilisée dans l'élite, dans sa même division consiste, les Suisses sont Landwehr, Landsturm, élite, c'est repris directement des Prussiens, et que cette partie de la Landwehr peut être transférée dans l'élite. Par conséquent, l'armée prussienne, à partir de 1863-64, n'est plus tout à fait ce qu'elle était au moment de l'affaire de Neuchâtel. Elle a considérablement augmenté et elle s'est considérablement nationalisée aussi. Il y a depuis longtemps, depuis les guerres de libération de 1813, il n'y a plus de... Les châtiments corporels ont été supprimés. Ils demeurent toujours dans l'armée autrichienne. Et surtout, la mobilisation est faite dans toutes les classes de la société. C'est véritablement devenu une armée nationale. Donc, est-ce que... autre chose qui a aussi un peu confondu Dufour, c'est ce que lui dit Ganshauge, mais c'est aussi ce qui a été un échec terrible pour lui, c'est sa mission diplomatique auprès de Napoléon III à Paris, pour essayer de désamorcer la cour. Il est envoyé par le conseiller fédéral, où il dit « Je suis un ami proche de Napoléon III, mon ancien élève à Toul, je vais lui parler », enfin, tout ça va se résoudre à la bonne franquette, si vous voulez. Or, Napoléon refuse de prendre en considération ses vues, et humiliation suprême, lorsque Dufour se présente chez l'ambassadeur d'Angleterre, Lord Corley, à Paris. L'Angleterre est plutôt favorable à la Suisse dans cette affaire. Celui-ci refuse de le recevoir, et on remplace Dufour par un Turgovien, M. Kern, qui est un diplomate extrêmement bilingue et extrêmement habile, qui va participer aux négociations. Et ce qu'on dit aussi très peu, donc il y a cet échec de Dufour, il y a cette mauvaise appréciation des dispositions de Dufour là, et il y a également un coup qui va assombrir sa vieillesse, les biographes ne le disent pas trop, c'est la chute irrémédiable et infamante de son vieil ami Napoléon III. C'est un coup dont il ne se remettra jamais vraiment. Parce il écrit encore à Napoléon lorsque celui-ci s'est réfugié en Angleterre, et c'est véritablement, on sent Dufour accablé, c'est pas la fondation de la Croix-Rouge, etc., qui lui remontera le moral, puisque dans une lettre inédite conservée aux bibliothèques de Genève, il dit à un correspondant français, il lui dit « Oui, oh, la Croix-Rouge, c'est une affaire pour vieillards, pour retraités,
faut passer le temps, vous voyez. C'est pas le dynamisme humanitaire qu'on voit généralement chez Dufour. Donc, alors, est-ce que, mon point de vue, est-ce que les Prussiens auraient battu la Suisse? Je pense que oui. Une étude récente dans une revue militaire allemande sur l'affaire de Neuchâtel, qui porte le titre absurde d'ailleurs, Guerre au pied du serment. Il faut le faire, qui est très scientifique, qui est très bonne, conclut que les Suisses auraient été battus. Je pense aussi qu'il y aurait des escarmouches et il y aurait de la résistance. Il y aurait eu probablement de la guérilla, mais les Prussiens ne seraient jamais aventurés dans les montagnes ou même dans les préalpes, parce qu'il y a un axiome total dans la stratégie prussienne, ni über 1000 mètres, jamais au-dessus de 1000 mètres. Hein. Donc il faut toujours des plaines, si possible, ou le plateau, ça va encore. Donc voilà, le débat est ouvert. L'affaire de Neuchâtel a simplement alors montré du côté suisse quand même une volonté de défense, un enthousiasme patriotique, une volonté de résistance à un grand pays européen, toutes choses extrêmement positives, surtout dans notre époque d'abandon, d'émondade morale, de crainte d'affirmer notre neutralité. Et donc, finalement, le peuple suisse, c'est dans l'affaire de Neuchâtel très très bien conduit, et aussi ainsi que ce délicat esthète, et pro-allemand d'ailleurs, passionné par la pensée allemande, qui était amienne et qui nous a quand même laissé le rouler tambour pour couvrir la frontière. Donc voilà, je vous ai trop tenu le crachoir, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté avec autant de passion. Résultante à ce que vous venez d'exposer, nous sommes bien d'accord que ce sont les Prussiens qui ont inauguré la Auftragstaktik. Absolument. Actuellement, si nous envisageons l'évolution des hostilités, on ne peut penser que dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de suite à la Auftragstaktik, à mon avis. Il va y avoir une dimension différente qui nous échappe pour le moment. Êtes-vous d'accord avec cette assumption? Je suis absolument d'accord, dans la mesure où toutes les cartes stratégico-tactiques actuellement sont brouillées. On est, comme disait Clausewitz, alors en plein dans le brouillard de la guerre.
on ne sait pas les formes que va adopter la guerre. Un exemple, une nouvelle forme totalement imprévue, c'est le rôle des drones, hein, ou même au Proche-Orient. Donc il y a là aussi, c'est la guerre dans l'espace, la cyberguerre. Donc là, il y a des formes de guerre qui sont mal théorisées, mal analysées, mal utilisées encore, et où la Auftragstaktik ne trouve plus sa place. On est coutumier du fait de dire que Blücher était un type sans importance. Êtes-vous d'accord? Non, absolument pas. Vous pensez à Waterloo, par exemple? Oui, bien sûr. Non, absolument pas, parce qu'il a été... Waterloo, il a 74 ans. Hein. Il a été 20 ans à cheval à Waterloo, sans discontinuer. C'était le père Blücher, Vater Blücher, c'était un mobilisateur, c'était un symbole, c'était une figure à laquelle on se ralliait. Et dans ce sens-là, dans le sens force morale, comme dirait Clausewitz, c'est sa véritable importance. C'est cette figure de proue du prussianisme. Vous hérissez un peu, je reviens alors en arrière sur Nassau, l'escalade. Oui. Je suis toujours passionné pour l'escalade depuis tout. Et je suis arrivé sur une conclusion sur laquelle vous pouvez réfléchir, c'est que les Genevois étaient parfaitement informés de l'entreprise savoyarde, ils savaient où et quand elle aurait lieu, et par conséquent, ils attendaient les Savoyards, ils étaient derrière leur porte avec leur musquet, leur armure, et les Savoyards sont tombés dans un énorme traquenard genevois. Mais évidemment, comme on a voulu voir la l'œuvre de Dieu, miraculeuse délivrance, on a effacé cette dimension des choses. Voilà ce que je voulais vous dire.